Donc Jean-Pierre Petit, dernière partie de cette interview. On va parler de la science et de son avenir. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la science et son évolution? Ah oui, on a souvent coutume de dire qu'il y a plus de scientifiques maintenant qu'il y en a eu dans toute l'histoire des sciences, quoi. Au point de vue effectif, c'est considérable. Bon, ben, il y a une chose qu'il faut quand même se dire, on vit une crise scientifique majeure. En astrophysique, c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte qu'on n'a aucun modèle théorique pour expliquer comment marche une galaxie, comment elle se forme, même simplement comment elle fonctionne. Hein, on n'a pas d'équation pour décrire ça, on ne sait pas faire. Simplement, on fait une chose, c'est qu'on fait des simulations sur ordinateur, et en plus ces simulations ne marchent pas. On a des galaxies à bras qui perdent leurs bras, et tout ça. On n'est pas capable de reconstituer les phénomènes. Donc vraiment, l'astrophysique, elle est en train de couler complètement. C'est extraordinaire. Bon. Alors, on est là et on invente des mots. On invente la matière sombre. Vous savez, on est en train de recoller les rustines sur un modèle. On invente l'énergie noire. C'est merveilleux, quoi. Et même quand on a mis Hubble en orbite, les résultats qui ont commencé à dégringoler font qu'il y a certains théoriciens qui disaient qu'il faudrait le foutre par terre, parce que c'est pas possible. Toutes les semaines, Hubble amenait de nouvelles données qui fait que ça remettait tout en question, quoi. Alors vous voyez que les choses se remettent en question de façon considérable. Et il y a une rigidité, un dogmatisme dans les modèles, quelque chose d'incroyable. Et moi, je pense, je le dis, j'ai fait des travaux là-dessus depuis 30 ans, qu'il y a un changement de paradigme. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle L'univers gémellaire dans mon site. Il faut prendre 4 tubes d'aspirine et se mettre là-dedans. J'ai tout mis. Attends, les gens lisent ou ils ne lisent pas, c'est leur choix. Mais en tout cas, c'est lisible par un scientifique, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai que c'est assez amusant. Et dans ce truc-là, eh bien, là où c'est fantastique, c'est qu'on revient à Platon. Vous vous rappelez le mythe de la caverne de Platon? Platon qui disait, on croit qu'on voit des choses, en fait on voit les ombres de quelque chose. Eh bien, simplement, il y a 2 écrans. C'est une sorte de Platon au carré, quoi. C'est bien comme ça que je l'ai appelé. Et il y a un monde à énergie négative et un monde à énergie positive qui cohabitent. Et c'est pas très compliqué. Bon, moi je suis prêt, j'ai essayé de... Ça ressemble un peu au yin et au yang, non? Si vous voulez appeler ça comme ça, mais ça n'a rien de mystérieux, ça vient du groupe de Poincaré tout simplement. Hein. Et si je faisais un exposé par exemple à l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette ou dans l'Institut de physique théorique, je vous garantis que personne ne s'en moquera. J'ai pas de contradicteur, parce que quand il y en a, c'est une catastrophe. Le dernier exposé que j'ai fait, c'était aux Indes, à Pune, qui est un grand centre de recherche qui est près de Bombay. Et le directeur, tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a voulu me voler dans les plumes, et il a carrément dit que tout ce que je disais, c'est des conneries. Alors je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, mais cette vision bimétrique de l'univers, n'importe quel étudiant de première année de licence de physique apprend ça, quoi. Je suis étonné. Alors là, franchement, et il y avait une qui sont sortis de la salle en disant, oui, il s'appelait, je ne sais plus comment, Dadish, oui. Dadish a essayé de voler dans les plumes de petit, mais ça s'est très mal passé. Il a parti la queue basse, pour voir. Alors, par exemple, il faudrait que j'aille à la Bure-sur-Yvette pour parler, et là, j'ai un opposant féroce, c'est Thibaut Damour. Hein. Et Thibaut Damour me ferme la porte de ce truc-là. Moi, je suis prêt à aller dans cet institut et y parler, et je suis prêt à repartir la queue basse si je me ramasse, quoi. Je me ramasserai pas. Voilà. Alors donc, vous parlez de crise de la science. Que pensez-vous du monde scientifique actuel et pourquoi est-ce qu'il est en crise finalement? Bah déjà, il y a une chose, c'est que je dirais toute cette dérive théorique qui s'appelle la théorie des supercordes, c'est catastrophique. C'est une déviance et ça ne donne rien et ça ne donnera rien. Vous savez, il y a une chose qui est très intéressante. C'est né d'où? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce phénomène? D'où ça vient? Pourquoi des gens ont commencé à parler de supercordes? Bah, c'est un peu difficile d'évoquer un truc comme ça, mais comment dire, prenez par exemple la mécanique quantique. La mécanique quantique aussi, elle va devoir être remise en cause. Et c'est terrible, parce qu'elle est, en principe, elle n'est pas du tout en contradiction avec l'observation. Et quand j'étais prof en philo, j'ai appris des tas de choses. J'ai appris par exemple l'histoire des épicycles de Ptolémée. Vous connaissez ça. Disons que Aristote avait dit ce qui est parfait va en cercle et ce qui est imparfait va en ligne droite. Donc les astres sont parfaits, hein, sont des dieux. Et donc ils vont forcément en cercle. Donc forcément les trajectoires sont circulaires. Okay. Puis là, il y a des gens qui ont dit c'est emmerdant parce que quand on regarde Vénus, il fait une petite marche arrière et il repart. Ça ne fait pas très circulaire ça. Alors Ptolémée
s'est mis dans cette histoire-là, il a dit on peut difficilement contredire les idées d'Aristote qui vraiment a posé les fondements de notre science. Donc il a imaginé non pas un cercle mais 2 cercles. Il y en a un qui roule sur l'autre. Alors quand vous prenez un cercle et vous faites rouler sur l'autre, ben, effectivement vous avez une planète qui fait un marche avant, marche arrière. Et puis après, ben, on s'est dit tiens, au lieu de mettre 2 cercles, on va en mettre 3. Et puis après, on s'est mis à rendre compte de toutes les trajectoires des planètes pour faire des calculs d'astrologie. Et c'était extraordinaire. À la fin du système ptolémaïque, je crois que ça devait être au XVe siècle, il y avait 48 cercles. Alors il y a une anecdote assez drôle, c'est qu'il y a l'héritier, le jeune roi d'Espagne, qui a un professeur qui lui apprend l'astronomie et qui lui apprend donc le fonctionnement merveilleux de ces 48 cercles. Et il a cette remarque en disant « Si Dieu m'avait consulté avant de faire le monde, j'aurais recommandé quelque chose de plus simple. » Donc ce truc-là s'est cassé la gueule. Et le modèle de Copernic, avec le Soleil au centre de la Terre, a commencé à s'imposer, d'accord. Bon. Mais du temps, ça a pu marcher parce que Kepler a montré que c'était des trajectoires elliptiques et pas des cercles. Donc les gens qui mettaient le Soleil au centre de la Terre avec des cercles, ça marchait pas. Les types disaient, écoutez, je veux bien être ouvert à des idées complètement folles. Supposons par exemple que le Soleil soit au centre de l'univers. Bon, bah, allons-y, regardez, vos calculs sont faux. Avec les épicibles, on calcule les éclipses au petit poil, alors qu'avec votre modèle, on obtient des trucs. Donc voilà, un modèle qui, au point de vue de la vision, était plus correct et qui donnait des résultats faux. Alors que le truc complètement délirant donnait des résultats justes. Et pourquoi il donnait des trucs justes? Parce qu'on avait 48 cercles, mais s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, on rajoutait un 49e. C'est que la mécanique quantique est une théorie qui n'est pas falsifiable. On ne peut pas la prendre en défaut, parce que si on la prend en défaut, on trouvera toujours un moyen de s'en sortir. Il faut rappeler par exemple que à un moment, on a cassé les atomes en protons, neutrons, électrons. Après, on a fait apparaître des tas de particules. Et puis après, dans les années 70, c'était l'histoire des quarks, imaginée par Gell-Mann. Et là, on s'est dit, ça y est, on va commencer à démonter les protons. Et en fait, on s'aperçoit d'un truc, c'est qu'en prenant ces accélérateurs, c'est un peu comme Thor qui prendrait son marteau, qui taperait, et il tape de plus en plus fort, et ce qu'il fait, c'est des étincelles. Ce qui fait que quand on se dit, mais est-ce qu'on va arriver au constituant ultime de l'univers? Mais non, vous allez à chaque fois faire de l'énergie qui se transforme en particules. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il faut changer de vision là-dedans. Hein. Et bon, je ne vais pas entrer dans le détail des filières, mais c'est un saut conceptuel aussi important que le passage de la physique classique à la physique quantique. Et il faut l'envisager. Ça a toujours été dans Quel est ce saut naturel, justement? C'est un changement dans la vision. Par exemple, le saut naturel, c'est le saut conceptuel, c'est d'arriver. Vous voyez, on trouve, par exemple, les quantas. On trouve que tout est quantifié. Ben, c'est pas les énergies qui sont quantifiées, c'est l'espace-temps. Par exemple, quand vous jouez aux échecs, hein, vous avez un espace-temps quantifié. C'est-à-dire que l'espace, c'est les cases. Et puis le temps, c'est le coup. Alors, si vous me demandez, par exemple, quand je déplace mon roi de la case D3 à la case D4, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Les joueurs d'échecs vont dire, ça va pas, non. Et puis, combien de temps dure un coup? Ça n'a pas de sens. Vous voyez bien. Donc, on a un quantum de temps, qui est le coup. On a un quantum d'espace. Donc, à ce moment-là, il faudrait refaire cette physique quantique avec un espace-temps quantifié. On ne sait pas faire mathématiquement. Et dans la mesure où on n'a pas les outils mathématiques, alors on décide qu'on ne le fait pas, c'est tout. Mais des choses comme ça vont émerger, oui. Donc c'est ça, un saut paradigmatique, c'est considérable. Alors, qu'est-ce qui fera émerger, selon vous, ce bouleversement du nouveau champ conceptuel? Ben, les contradictions. Regardez par exemple l'astrophysique, tous les jours on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, c'est tout. Je sais pas, par exemple la constance de la vitesse de la lumière, elle est en contradiction avec ceci, cela. Maintenant c'est une idée qui commence à voir le jour, alors que moi j'ai publié mes premiers travaux là-dessus en 88-89. Ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que ce saut conceptuel, vous l'avez déjà fait, mais qui n'est pas encore reconnu par les autres scientifiques? Ben, vous savez, dans une autre vidéo, je vous ai parlé de cette image comme quoi la technologie c'était fait pour faire les voyages interstellaires. C'est une idée qui est simple, n'importe qui peut la comprendre, personne ne l'entend. Parce que je crois qu'il y a peut-être un moment où vous lancez une idée et les gens, vous plantez une graine et la terre est bonne pour que ça pousse, sinon ça ne pousse pas. Et moi des gens m'ont dit cette idée est trop en avance pour que les gens entendent. Voilà. C'est ça en fait, les idées existent mais elles ne sont pas cultivées en fait. Et alors, qu'est-ce qui a fait l'émergence de la relativité restreinte en 1905? C'était l'expérience de Michelson. L'expérience de Michelson,
Michelson voulait mesurer la vitesse de la lumière et il s'est dit la Terre tourne. Donc je ne sais pas quel est le mouvement de la Terre par rapport à l'univers, on n'en sait rien, mais au moins je sais une chose, c'est que si je me mets à tel endroit, il y a un endroit où je vais avec le mouvement de rotation de la Terre et l'autre à contre. Donc je n'aurai pas toujours les mêmes vitesses. Vous voyez. C'est comme quand vous êtes sur un train qui roule, si vous faites un signal sonore, si vous le mettez dans le sens de propagation du train et l'autre, le temps de propagation ne va pas être le même. Donc il a essayé de trouver cette différence de temps de propagation. Il a trouvé le même. Et là, ça merde, c'est pas possible. Là, il faut vraiment complètement reprendre à zéro. Et là, Einstein vient de dire, j'ai trouvé. Et il a trouvé quoi? Nous ne vivons pas dans un espace-temps habituel, nous vivons dans un espace de Minkowski. Il faut changer la géométrie de l'espace-temps. Ça, c'était dur à intégrer, et même dans la tête des gens, ça ne passe pas encore. Mais enfin, pour les physiciens, ça va. Mais vous voyez, il y a eu un changement conceptuel pour arriver à tenir compte d'une réalité expérimentale incontournable. Vous, finalement, vous remettez en cause la théorie de relativité d'Einstein ou pas? Mais non, comme disait Einstein, la plus belle histoire issue d'une théorie, c'est comme la chrysalide, c'est de n'être qu'une partie de quelque chose de plus vaste, c'est tout. Donc, si vous voulez, par exemple, Einstein a utilisé une équation qui, je crois, une équation de champ, ben, il y en a deux. Et à ce moment-là, il y a deux équations de champ couplées. Donc l'équation de champ, c'est la moitié du problème. Vous ne remettez pas en cause, mais Non. vous complétez. Bien sûr. Et quand vous en parlez à des scientifiques de votre niveau, aussi bien en France qu'à l'étranger d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous répondent? D'abord, à l'étranger, il faudrait que je puisse y aller. Jusqu'ici, je ne voyage pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Normalement, un chercheur, ça va dans des congrès de ceci, des congrès de cela. Bon, il y a déjà une chose, c'est que pour être entendu, je vais vous donner une anecdote, par exemple. Quand j'étais astrophysicien, c'est les années 60-70. Donc en 1974, je suis allé à un congrès d'astrophysique théorique à Bure-sur-Yvette, international. Et là, j'ai sorti des travaux. Et là, il y a un type qui s'appelait King, moi j'étais jeune chercheur, qui était un chercheur, directeur de labo, qui a dit le travail de Petit a l'air intéressant, mais hélas, il contredit le théorème d'Eddington. Et moi, j'ai répondu, si vous l'appliquez correctement, ça ne vous arriverait pas, je vais vous montrer. Et j'ai fait ça. Donc, le type est parti dans les cordes complets, quoi. Bon. Deuxième exposé, j'expose un truc sur ce qu'on appelle la troisième intégrale. Et Lynden-Bell, vous pourrez chercher LY des Lynden-Bell, il est dans Wikipédia, on parle de lui, hein, c'est une grande figure de l'astrophysique anglaise. Et Lynden-Bell dit, le travail de Petit est séduisant, mais il y a forcément une erreur. Alors à ce moment, j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, écoutez, professeur Lynden-Bell, on ne peut pas dans un colloque comme ça lancer des phrases en l'air. Moi, je vous propose la chose suivante. Je vais vous donner mes calculs, on est lundi, vous allez pouvoir les vérifier, et on va faire un pari, vous pariez $50. Si vous trouvez l'erreur, je vous paye $50, sinon c'est l'inverse. La salle s'est enthousiasmée en disant, Lynden-Bell, $50, $50, etc. Il prend les calculs, il fout le corps vert de rage. Il reste absent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et toute l'attention, c'était est-ce que Petit a raison ou est-ce que Lynden-Bell a trouvé le bug? Et le vendredi après-midi, dernier jour, il monte par le chemin comme ça, avec l'air pensif. Tout le monde se précipite en disant alors Lynden, tu as trouvé l'erreur? Et là, il a fait cette phrase extraordinaire je n'ai pas trouvé l'erreur, mais c'est quand même faux. C'est pas, ouais, vous voyez, je réponds à ma façon. Voilà ce que c'est la communauté scientifique. C'est fabuleux. Par exemple, je suis allé à un congrès d'astrophysique théorique à Marseille en 2002, ou je ne sais plus trop. Et là, il y avait 70 membres. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais faire un effort. J'avais un crédit photocopieuse. J'ai donc pris un rapport de 74 pages et j'en ai fait 70 exemplaires. Donc je suis arrivé avec 2 valises à roulettes remplies. C'est lourd, hein. Et comme ça commençait à 9h, à 8h, j'ai mis ça devant toutes les tables. Hein. Et à la fin, il y avait mon numéro de téléphone, mon numéro d'email, en disant que j'étais prêt à collaborer, à ceci, à cela, etc. Tous les rapports ont disparu dans les serviettes. On n'en a retrouvé aucun dans une poubelle. Je n'ai reçu aucun appel. Et alors justement, vos travaux ont intéressé des gens nombreux et souvent très haut placés, que ce soit politiquement ou scientifiquement, ou même des services, me disiez-vous. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur les gens qui vous ont approché de près ou de loin pour soit récupérer vos travaux, soit les utiliser sans qu'on sache qu'ils les utilisaient ou... Ben oui, il y a eu des petits pillages bébêtes, quoi, c'est tout. Hein. Vous voyez, le type qui vient vous piquer les pièces jaunes alors qu'il aurait pu piquer les billets, quoi. Par exemple, voilà, c'est ça. Ou alors il y a des gens qui... par exemple, je donne un exemple extraordinaire. À un moment, j'ai un copain qui me dit je vais peut-être essayer de te trouver quelque chose, et il m'emmène à Toulon
c'est un type qui était dans un banc d'essai, qui avait un banc d'essai pour étudier les sous-marins. Donc à l'époque, on étudiait d'ailleurs le futur sous-marin, Charles de Gaulle ou un truc comme ça. Bon. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était que finalement, comme j'avais réussi à annihiler la turbulence derrière un cylindre, il disait, quand on sort un périscope, ça fait de la turbulence, donc ça fait du bruit. Est-ce que vous pourriez supprimer la turbulence derrière un périscope? Parce que comme ça, on serait discret. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, on voit le type qui sourit, il est content. Et mon copain Elio Flésia s'est dit, Jean-Pierre va peut-être enfin avoir de l'aide. Et à ce moment-là, j'ai fait la bêtise qu'il ne fallait pas faire. Le type a dit, sur les sous-marins, on a aussi une deuxième source de bruit sur les hélices. Vous auriez une idée? Et j'ai répondu, oui, vous les supprimez, vous les remplacez par des accélérateurs MHD. Et là, le type m'a dit, vous savez, on a des projets sur 20 ans, on ne peut pas tout bouleverser, quoi, c'est pas possible. Alors justement, vous parlez de changement conceptuel, est-ce que ce serait trop vaste pour la communauté scientifique et ce serait la raison pour laquelle ils ne le font pas? Quelle est la raison? Vous savez, il y a déjà une chose, j'en ai parlé dans un bouquin, je continue à le dire, il y a une cryptoscience. Et les Américains sont champions pour ça. Qu'est-ce que vous appelez cryptoscience cachée. Je veux dire que les R51, tout ce que vous voulez, je veux dire que les développements... Écoutez, imaginez actuellement qu'on ne connaisse pas la bombe atomique. Imaginez qu'un pays quelconque, par exemple les États-Unis, découvre le nucléaire. Et imaginez qu'au lieu de faire péter une bombe dans l'atmosphère, ils fassent des essais nucléaires souterrains. Mais ils fermeraient leur gueule. Ils diraient nous avons un avantage stratégique considérable. Et s'il y a des gens qui disent il y a des séismes, on trouverait des explications. On dirait c'est des effondrements de galeries dans des mines, etc. On cache. Donc actuellement, la supériorité stratégique consiste à détenir des armes et de ne pas les utiliser. Ou alors on les utilise de temps en temps. Par exemple, quand on a envahi Bagdad, on a cramé quelques bons hommes dans un autobus avec des... Pareil, je veux dire que quand il y a des petites guerres comme ça, on fait un petit test, on essaye 2-3 trucs. Mais il y a des armes, les armes bactériologiques et les armes météorologiques. Et vous savez, on en prenait un pour taper sur l'autre. Moi, j'ai aussi appris ça sur le net ou ailleurs. Vous savez très bien que les Japonais, depuis 1930, avaient prévu de développer des armes bactériologiques pour attaquer l'Amérique. Vous savez ça? Disons qu'il y avait un général qui s'appelait le général Ishii, et au moment où le Japon avait envahi la Mandchourie, ils ont mis un centre où il y avait 1000 personnes. Et ils ont développé l'anthrax, des tas de cochonneries, la peste, etc. Et ils ont fait de l'expérimentation humaine sur les Chinois. Et il y a des vidéos là-dessus qui sont monstrueuses. Les Japonais ont traité ces cobayes chinois qui étaient des prisonniers de guerre ou des paysans, n'importe quoi. Ils allaient par exemple mettre des virus du choléra dans un puits, et puis après, ils venaient voir l'effet que ça faisait sur la population. Et puis ils venaient pour les soigner en faisant des piqûres avec de l'eau distillée, vous voyez. Non mais, de ce côté-là, ils ont été ignobles. Et par exemple... vous savez peut-être que pendant la guerre, les Japonais ont envoyé des ballons et ils ont découvert les jet streams. C'est vrai que c'est eux qui l'ont découvert. Ils l'ont découvert, et vous le voyez très bien, par exemple, par rapport à Fukushima, quand il y a qu'est-ce qui se passe? Vous avez les déchets radioactifs, ils foutent le camp du côté de l'Alaska, comme ça. Bon, les Japonais ont découvert ça, ils ont envoyé des ballons, et l'idée, c'était d'envoyer des germes de la peste, des puces infectées par la peste, parce qu'ils ont bombardé des villes chinoises avec des puces infectées par la peste. Et ils ont créé des centaines de morts avec ça. Donc, à ce moment-là, envoyer un ballon qui traverse l'Atlantique, il va porter 1 kilo ou 2. C'est complètement idiot. On ne peut pas s'imaginer que c'est pour transporter des explosifs. Bon, quand les Américains ont vu arriver ces ballons sur la côte ouest américaine, comment ça se passait? Quand ils arrivaient sur la côte ouest, il y avait des reliefs. Donc à ce moment-là, le ballon montait. Et à ce moment-là, quand le variomètre indiquait une variation d'altitude, pouf, ça se dégonflait et ça tombait. Alors, les Américains sont tombés comme ça sur plusieurs ballons japonais, et ils ont réussi à cacher les choses. Donc, les Japonais n'ont pas su si leur ballon arrivait. Mais je peux vous dire la chose suivante, vous le trouverez sur mon site et même partout ailleurs, il y a même des maquettes pour ça. Ils ont construit les plus grands sous-marins du monde, qui faisaient, je crois, 145 mètres de long. La Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et des sous-marins qui contenaient 2 avions. Et ces avions étaient des avions kamikazes. On leur avait mis des flotteurs, mais en fait, ils allaient jusqu'à la côte américaine. Et les joué à quelques jours, apparemment. Absolument. Ça, pas fait. Et ils auraient pu envoyer des bombes avec des armes bactériologiques et tuer des millions de personnes. Parce que le Japon s'était dit, si nous voulons venir à bout de l'Amérique, c'est pas avec une guerre conventionnelle. Alors, il y avait le nucléaire, ils n'ont pas joué ça, ils ont joué les armes bactériologiques. Ce qui fait que je ne vais pas
personne n'est blanc, personne n'est noir, c'est tout. Hein. Et je veux dire, quand on voit les Japonais, mon Dieu, ils ont pris Hiroshima, vous avez vu ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Bon, à vous. Parce que ce qui est intéressant quand on parle de tous ces sujets, et vous le savez bien, on est automatiquement classé parmi les complotistes. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors ça, c'est des mécanismes psychiques, enfin psychologiques qui sont... quand on étudie un peu ces questions, on peut se demander si il pourrait en être autrement que les armes assez évoluées soient cachées. Mais vous savez, quand on parle par exemple de ces mécanismes de blocage psychologique, imaginez que vous faites partie d'une famille. Hein. Dans cette famille, vous avez votre frère, il s'est marié, vous avez une belle-sœur, etc. Puis ils ont des gosses. Puis à un moment, quelqu'un vous dit, tu sais, ton frère, il est pédophile, hein, et il encule sa fille. Mais vous n'allez pas le croire. C'est pas possible, parce que vous avez grandi avec lui, c'est tout. Donc il y a des choses, non, c'est pas possible. Et en même temps, on ne peut pas croire tout non plus. Il faut rester dans la démarche scientifique. Non, mais là, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que ce serait une autre vidéo, mais vous pourrez revenir si vous voulez, on pourra en parler. Mais prenez par exemple le 11 septembre, bien entendu, c'est notre ami Ben Laden qui avait tout monté, etc. Hein, et voilà, et ils ont démoli les 3 tours. Là-dedans, il y a tout un discours qui tient pas debout. Quoi. Moi j'ai commencé à réagir là-dedans en tant qu'ingénieur aéronautique. Quand j'ai vu qu'un avion pouvait rentrer par une fenêtre, et comme vous le disiez hier avec les ailes qui se replient, je ne sais pas où vous avez été chercher un truc pareil, mais si vraiment ça se passe comme ça, il faut que je retourne à l'école et que je fasse mes études, quoi, c'est tout. Quand j'ai vu ça, je dis non, j'ai fait 3 ans de super-héros, il faut revenir, là ça va pas. Ah, voilà. Ouais. Parce que moi, quand j'essaye d'organiser des débats sur ce sujet ou sur d'autres, j'ai systématiquement des gens qui sont prêts à débattre, dont vous, j'imagine. Invitez-moi, là voilà. Ça changera. Et des gens qui ne veulent jamais débattre. Par exemple, sur le 11 septembre, des gens comme Bastison.net ou l'Observatoire du conspirationnisme, etc., je les sollicite et je leur relance la proposition aujourd'hui. Vous seriez prêt à débattre de ces sujets ? Bien sûr, mon ami, bien sûr, je viens quand vous voulez. Bon. Alors l'invitation est lancée. On va peut-être conclure cette série d'entretiens qui était... on a une vingtaine de minutes encore, mais qu'est-ce que vous en retenez aussi bien de l'aspect médiatique, c'est-à-dire qu'apparemment il y a peu de journalistes qui viennent vous voir, mais de l'étranger quand même, certains. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Vous intéressez plus l'étranger que la France pour l'instant ? Non. Je dirais que c'est plutôt les bandes dessinées qui me font connaître, quoi, un peu partout. Quoi. Bon, oui, je veux dire, mon message, il se perd un peu. Puis il y a aussi une chose, c'est qu'on vieillit. Moi, j'ai 74 ans. Je ne veux pas prendre ça au tragique, mais ça veut dire que j'ai 10 ans devant moi. Et ça passe très vite, le temps, vous savez. Ça passe très vite. Un projet de recherche, c'est 5 ans. Alors à ce moment-là, on se dit, je vais investir mon énergie dans quoi ? Moi, je n'ai pas peur de la mort, je m'en fous éperdument. Je vois des gens de mon âge qui sont là en train de dire « Ah, j'ai gagné un jour de plus ». Regarde. Héritier, comment ça se fait ? Non. Mais j'ai pas d'être disciple. J'ai pas de disciple. J'ai pas de disciple. Disons qu'à un moment, j'ai essayé de fonder quelques espoirs sur un mathématicien qui avait fait Normal Sup et qui avait vraiment le cerveau ad hoc. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que non seulement il faut avoir un cerveau hyper structuré avec des connaissances puissantes, et il avait des outils mathématiques que je ne détenais pas, mais il faut avoir la capacité de changer, la capacité d'envisager autre chose. Et ça, c'est très rare. Ou alors vous avez des gens qui disent « Oh, moi je suis prêt à admettre n'importe quoi », oui, mais ils n'ont pas les compétences. Alors à ce moment-là, on délire, quoi, c'est tout, vous voyez. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos... On n'en a pas parlé encore, mais de vos expérimentations vous en avez dans un garage, en fait. Comment... Ça c'est très amusant, Disons que c'est complètement outsider. Disons que suite à mon refus de travailler avec l'armée, enfin les ennuis que j'ai eu avec l'armée, j'ai été privé de crédit pendant 30 ans. Quoi. Ouais. J'ai été Robin des Bois, avec crayon et papier, etc. Je m'en suis sorti. Je vous ai cité l'histoire du retournement de la sphère, mais il y en a eu d'autres. Comme ça, à chaque fois, j'ai réussi à échapper au traquenard comme c'est pas possible. Et puis, en 2007, il y a des jeunes qui m'ont dit, dites, est-ce qu'on pourrait pas refaire un peu des imageries en laboratoire et tout ça. Bon. Et le taxi, oui. Il est en avance. Parce que oui, il est en avance. 45. Voilà, disons qu'on... Il y a un quart d'heure d'avance. On va dire d'attendre un petit peu. Donc à ce moment-là, on va terminer par ça. Bon, je leur ai dit, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et alors, on a demandé de l'argent à mes lecteurs. Et là, ils ont envoyé 50 000 €. Boum. Alors là, il y avait un physicien ces jours-ci qui me disait, ouais, vous pouvez plus reculer, quoi. Vous aviez l'argent et les gens. Et effectivement, j'étais obligé. Donc à ce moment-là, j'ai monté une expérience. C'est rien, 50 000 €, c'est rien. Et oui, mais on a fait une expérience à 5 000 €. 5 000 €, on a monté ça. Et le gars qui montait ça à Rochefort, je lui ai dit, vous allez donner des ordres à la nature, elle va vous obéir. Et le montage a été fait le 8 août 2011. Et ça a marché au premier coup.
Et il me dit, qu'est-ce que je fais ensuite? Bah rien, je rédige le papier et j'envoie un colloque. Il a été envoyé, il est accessible tout de suite. Ce qui fait qu'on était en août, et en fait le colloque était en septembre, et on est partis tous les deux en Corée présenter ça. Donc on est allé présenter dans un colloque international des travaux faits avec un montage digne du concours Lépine, mais qui nous mettait en première ligne sur le plan scientifique, parce que c'est comme ça. Parce que moi je suis comme ça, et c'est... Ma vie c'est Spielberg, qu'est-ce que vous voulez, c'est Retour vers le futur, voilà, je suis Doc. Espérons qu'un film sera tourné sur votre vie, peut-être. Peut-être, mais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrive à faire des centrales qui fournissent de l'énergie. Je crois que c'est le plus important. Merci beaucoup, Jean-Pierre Petit.